Et j'introduis donc la dernière présentation de ces journées, celle de Roberta Argenta, qui est responsable de l'atelier textile du Centre de conservation et de restauration de Turin. Bienvenue Roberta. Bonjour à tous. Je tiens à remercier vivement le comité d'organisation de RMF qui a permis la participation de CSR La Venaria Reale à ces importantes journées d'études. Je suis honorée de partager avec vous un cas d'étude de nos ateliers de restauration et j'espère que mon français sera compréhensible. Je vous présente le protocole d'études et d'intervention conservative mis à point pour une œuvre composite et polymatérique. Il s'agit d'une arme d'enfant composée d'une épée et de son fourreau, provenant du sarcophage de roi aragonais de la cathédrale de Catane en Sicile. Et non, la photo avant restauration de la face, en bas, celle de revers. L'œuvre est datée d'environ 1400. Année de la mort, à seulement 2 ans, du petit Frédéric, appelé Pierre, fils unique de Marie d'Aragon et petit-fils de Constance d'Aragon et de Frédéric le III, roi de Sicile. L'épée se compose d'une lame en fer très dégradée et un poignet en argent doré. Le fourreau comprend une armure intérieure très dégradée aussi, en bois recouvert de cuir et d'un revêtement de velours coupé de soie rouge. Le fourreau est complété par 2 détails décoratifs qui confirment l'haute qualité technique et stylistique de l'artefact et son patronage royal, c'est-à-dire un bouclet et une bouterolle en argent doré. Puisque ma présentation se concentrera principalement sur les fourreaux et nous disposons de peu de temps, je ne montre que dans cette image quelques détails de la décoration très raffinée des parties métalliques de l'épée et de son problème de conservation, surtout en correspondance de la lame. En effet, il est impossible de ne pas considérer l'unité de l'œuvre comme un ensemble de 2 éléments, physiquement séparés, mais certainement unis depuis le début du XVe siècle à leur découverte au milieu du XXe siècle. Preuve matérielle de la longue coexistence de 2 éléments, la lame dans le fourreau, et sans aucun doute la présence de la pointe en fer de la lame encore enfoncée dans la bouterolle du fourreau. De plus, dans les détails à droite, toujours encastré dans la poignée, se trouve aussi la partie initiale de la lame. Tout porte donc à comprendre que les problèmes de conservation de la lame, c'est-à-dire la corrosion avancée de l'alliage de fer, ont aussi affecté l'état de conservation du fourreau, parvenu dans un état de stabilité structurelle très précaire. Compte tenu de la taille du fourreau, la lame devait être plus longue à l'origine. En effet, aussi la comparaison des mesures qui conduit à un écart de 400 cm entre la longueur de la lame et celle du fourreau est également un élément décisif pour la bonne compréhension de la biographie de l'œuvre, de l'histoire de la conservation de l'ensemble. Et surtout, lors de l'étude de conservation, cette différence en centimètres a conduit à l'impossibilité de relier la partie fragmentée de la lame à la partie encastrée dans la poignée. Ça marche le français. En ce qui concerne la provenance de l'œuvre, en 1958, 2 sarcophages, l'un de Constance d'Aragon et l'autre de Frédéric, le III, ont été retrouvés dans le mur intérieur du presbytère de la cathédrale de Catane. À cette occasion, un
une campagne de relevé du contenu a été faite et les petits épées avec son fourreau ont été retrouvés. Malheureusement, vraiment malheureusement, il n'existe aucune documentation photographique qui permette d'attester l'état de l'objet au moment de sa découverte. Et donc, je vous présente la seule image disponible de la provenance de l'œuvre, le grand sarcophage de Frédéric, retiré du presbytère au milieu du XXe siècle et placé dans une chapelle latérale, la chapelle de Notre-Dame. Et donc, l'œuvre polymatérique et composite s'est donc présentée immédiatement comme un cas d'étude très stimulant pour plusieurs raisons, tant techniques que de conservation. Mais comment construire une stratégie de conservation autour d'un objet aussi complexe que les fourreaux et par quoi commencer? Dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer ce que nous avons construit en tant que groupe de travail. Donc, je vous invite à lire la graphique de cette roue dans le sens horaire. Nous sommes partis de l'identification des besoins sur la base desquels nous avons défini les objectifs pour la réalisation desquels la méthodologie a été formulée dans une première phase d'étude analytique et interdisciplinaire dont les résultats ont conduit à la deuxième phase, c'est-à-dire celle de la mise au point de la stratégie d'intervention. Les besoins correspondent aux nécessités les plus urgentes, qui sont apparues très clairement de la première phase d'observation directe du fourreau. La coexistence de matériaux de nature différente, donc indispensable de travailler avec une équipe de restaurateurs ayant des spécialisations différentes. La stratigraphie complexe des matériaux et de leur état de conservation de telle sorte, comme montrent ces photos, que l'unité matérielle et structurelle du fourreau était gravement compromise. La provenance d'un sarcophage, donc sa nature intrinsèque, proche d'un objet fragile, dégradé, tel qu'une pièce d'une fouille archéologique. Face à une telle complexité, les objectifs d'une éventuelle intervention ont été en premier lieu orientés vers la possibilité d'une récupération, au moins partielle, de la forme, gravement interrompue par les lacunes dans la stratigraphie de l'objet. S'empare de vous également la possibilité d'une amélioration de valeur chromatique du velours. En fait, comme le montrent les photos, la magnifique couleur rouge du velours de soie présentait des altérations et des changements de couleur tendance au jaune beige. Et donc, dans les début du projet d'étude, il était clair pour toute l'équipe qu'il était nécessaire de travailler sur la connaissance de l'histoire matérielle de l'œuvre, avec une approche diagnostique, entendue comme une démarche raisonnée, documentée, prenant en compte tous les matériaux d'origine, mais à mettre également en relation avec les contextes historiques de l'origine et surtout les contextes funéraires de la découverte de l'œuvre. Mais il manquait encore quelque chose. Il manquait encore quelque chose pour définir comment et où concentrer l'intervention. L'aspect crucial et le troisième objectif et a été la question suivante. Que dois-je rendre au public? C'est-à-dire raisonner autour des lacunes et se demander qu'est-ce que je redonne au public avec mon intervention de conservation. Le public sera prêt pour comprendre mon intervention. Et alors, le traitement des lacunes doit prendre en compte non seulement les critères d'impossibilité technique, mais aussi les principes déontologiques, et donc garantir au public la compréhension de la dignité de la lacune en tant que témoignage de la biographie des objets, qui doit être altérée le moins possible. Alors, s'il est vrai que d'un point de vue technique, le restaurateur sait où il doit faire un pas en arrière parce qu'il reconnaît techniquement la résistance ou la fragilité des matériaux,
D'un point de vue déontologique, il ne doit pas avoir la prétention de répondre toute seule. Et c'est pour ça qu'un plan d'action a été élaboré sur la base d'une approche multidisciplinaire qui a permis d'obtenir une compréhension approfondie de l'artefact et de mieux planifier les interventions, pas seulement au présent, mais pour le futur. Et ça, c'est notre protocole d'études analytiques structuré avec beaucoup d'investigations, tout réalisé par les laboratoires scientifiques du CCR, en raison de temps limité dont nous disposons. Je ne peux pas entrer dans tous les détails du diagnostic. Je ferai donc dérouler les prochains slides pour présenter brièvement les résultats obtenus. Donc, la radiographie fondamentale pour l'étude des parties non visibles de fourreau, en particulier la forme antérieure en bois. Les analyses ponctuelles non invasives, XRF et force. Pour ma spécialité, la force est très importante pour la définition de la classe de teinture des chaînes de poils de velours. Et j'ai mis au possible le point aussi d'échantillon en ce qui concerne les en ce qui concerne les analyses ponctuelles invasives, donc l'analyse morphologique des fibres pour l'identification des caractéristiques morphologiques de la section longitudinale des fibres de soie. Et encore, dans le protocole d'études analytiques, la reconnaissance des essences de bois de l'armure interne, qui a permis aussi de relever ainsi un état de dégradation avancée du bois en correspondance de petits morceaux. Et encore, le spot test microchimique pour déterminer le type de tannage de cuir. Par exclusion, le tannage pourrait être à l'huile. Et donc, on est finalement arrivé à la stratégie de conservation. Compte tenu de la limite opérationnelle, c'est-à-dire de l'impossibilité de combler toute la stratigraphie de fourreau, le choix méthodologique a été de laisser visibles les grandes lacunes de l'armure intérieure des fourreurs et de travailler que sur le niveau le plus superficiel de la stratigraphie, celui de velours. En même temps, tous les matériaux de la stratigraphie ont été interrogés par mes collègues avec différentes spécialisations sur l'urgence de leur état, ce qui a permis d'arriver à des interventions de consolidation ponctuelles et différenciées. Pour les bois, l'objectif était de stabiliser les fractures de l'armure afin, c'est fondamental ça, de retrouver une planarité dans la première couche de la stratigraphie. Donc on a effectué seulement 2 petits collages uniquement au niveau des lignes de fracture de bois. Principale difficulté a été de relier la pointe de bois cassé au niveau de la bouterolle, où la portion de l'attache avec les fragments mobiles était vraiment très petite et manquait de stabilité structurelle. En ce qui concerne le cuir, les déformations concentrées sur les périmètres irréguliers et surlevés des lacunes ont été récupérées par un traitement localisé de remodelage avec l'humidification indirecte, comme illustre le schéma de la chambre humide et comme vous le voir dans la photo en bas à gauche. La petite chambre est construite autour de la petite partie à traiter. Donc, seulement en correspondance de la partie blanche que vous pouvez voir qui, dans le schéma, est la membrane semi-perméable Sympatex. La couche en cuir, sévèrement affectée par les manques, a nécessité aussi d'un petit traitement de consolidation ponctuelle, toujours seulement dans le but de créer, récupérer une base stable, bien que lacunare, pour le velours de soie.
Donc, on a procédé à une consolidation des parties fragmentées et pulvérisées du périmètre de la lacune et à une consolidation structurelle ponctuelle uniquement au point de cuir à renforcer pour soutenir la planarité de la stratigraphie. Le choix de matériaux a constitué une phase fondamentale de la consolidation. Les matériaux devaient répondre aux objectifs initialement identifiés et donc garantir des résultats en termes de stabilisation structurelle, interaction minimale avec le matériau d'origine, rétractabilité absolue. L'autre objectif fondamental, comme déjà évoqué au début de cette intervention, était de traiter les lacunes selon le principe de lisibilité et donc la préservation des lacunes visibles en transparence comme base méthodologique pour ne pas combler tout. Voici donc les matériels d'intervention avec une indication graphique de leur localisation. Le papier, utilisé uniquement un petit morceau pour soutenir les petits déchirés de cuir. L'organza de soie avec fonction de soutien local pour les grandes lacunes de velours, plus la crépéline de soie, voile de soie transparent pour une couverture totale de velours, la technique qui s'appelle sandwich. La nécessité de travailler, d'avancer par superposition de voiles de soie a requis de nombreux essais de teinture visant à obtenir un résultat d'équilibre en termes d'amélioration chromatique des altérations chromatiques des fourreaux. Nous avons cherché à obtenir deux couleurs. La couleur beige en harmonie avec la couleur de cuir et de bois pour l'organza, qui, bien que transparent, a une densité plus élevée, ce qui en fait un tissu plus résistant, car il doit assurer la fonction de relier l'unité matérielle du velours de soie. Et bon, dans la photo, en détail, un premier test d'insertion de support en organza dans une lacune. Le deuxième couleur pour la crépéline était la même couleur que le velours de soie, qui devait, au contraire de l'organza, être placé sur l'ensemble du fourreau, à l'avant et à l'arrière, comme un second pot à protéger les abrasions, etc. Dans la photo en bas, le test de superposition organza plus crépéline pour la recherche et la vérification de la couleur correcte entre la lacune et le sandwich. Et bon, on a presque terminé. Le temps, c'est... OK, parfait. Dans cette slide, des détails pendant la consolidation de la lacune la plus étendue à l'extrémité du fourreau. Et les difficultés techniques de cette partie de l'intervention originent évidemment deux choses. La portion minimale de la matière originale encore conservée sur la pointe, donc une surface d'accroche minimale pour moi avec l'aiguille. L'aiguille, c'est le mot le plus difficile pour les Italiennes. L'ago. Et aussi la discontinuité et le vide de la stratigraphie. Donc, il faut travailler avec beaucoup de responsabilité, de calme, parce que au-dessous est tout vide et tout n'arrive pas à être sûr de tes points de consolidation. Et voilà le détail de sandwich. Oui. La technique de sandwich mérite deux évaluations critiques, à mon avis. La première de nature structurelle, car je dois admettre que le fait d'envelopper les fourreaux dans les voiles de soie m'a permis de sentir de mes problèmes la stabilité accrue.
en permettant donc la manipulation du fourreau finalement en sécurité. Vraiment, quand je l'ai retourné, finalement, je me suis dit, OK, c'est sûr. La seconde réflexion est de nature esthétique, à la demande de la propriété et de la surintendance des biens culturels de Catin, visant à améliorer l'équilibre chromatique du velours rouge, une couleur intimement liée au patronage royal de l'artefact. En effet, si à l'origine la technique du sandwich ne devait avoir qu'en fonction des protections futures, la couleur de la crépelline a permis ainsi d'atteindre à l'objectif d'uniformer les altérations, avec un résultat esthétique qui a sollicité la propriété du bien. Donc, je n'étais pas toute seule. La propriété a demandé ça, à la recherche d'une cohérence chromatique de fourreau tel qu'il aurait dû être à l'origine. Et aussi, du point de vue de c'est la dernière, aussi du point de vue de la rétractabilité des matériaux, le résultat est tout à fait acceptable parce que le voile de soie peut être retiré à tout moment en défaisant simplement les points de couture qui les fixent au velours. Dans cette dernière image, la ligne... Oh non, oups, manque la ligne... désolé, manque la ligne... qui remarque la partie de points de couture qui sont fixés à l'arrière du fourreau sur la ligne de la couture originale de velours. OK. Et donc, voilà. Les photos avant et après l'intervention conservative qui, j'espère, démontrent la préservation des lacunes visibles et donc notre tentative comme équipe de travail de restituer au public précisément le fourreau à travers la narration de ces matériaux et de ses limites techniques. Désolée.